Allô, bienvenue dans le résumé de l'univers Terre et Espace. Prenez le temps de sortir votre cahier. Donc, on va vraiment suivre le même ordre que votre cahier est fait. On va regarder les biomes en premier et ainsi de suite. On finit avec les ressources énergétiques. Alors, c'est parti. Fais pause à la vidéo si t'as pas ton cahier. Va le chercher. C'est important. On commence ça. Alors, on commence en premier par les biomes. On a deux grands biomes sur la Terre. On a les biomes aquatiques et les biomes terrestres. On va regarder aquatiques en premier. Donc, on a les biomes d'eau douce. On a les étangs et lacs, rivières et marais. Alors, tout dépendant lesquels, ils ont différentes profondeurs, ils ont différentes oxygénations. On peut essayer de le réfléchir, logiquement. Mettons, je compare une rivière puis un marais, ben une rivière, ça bouge pas mal plus qu'un marais. L'eau, elle circule plus dans une rivière, donc il devrait avoir une meilleure oxygénation dans la rivière comparée au marais. Il devrait pas avoir tant une oxygénation que ça. Étangs et lacs, ça brasse un peu, ça devrait être pas pire aussi. Du côté de l'eau salée, vous avez les estuaires, la zone néritique et les zones benthiques. Donc, faut être capable de bien comparer ces trois zones-là en eau salée. Les estuaires, c'est vraiment la rencontre entre l'eau douce et l'eau salée. Il y a des places sur la planète que c'est ça. Par exemple, à la sortie du fleuve Saint-Laurent, on tombe dans l'océan. Mais le fleuve, c'est de l'eau douce et l'océan, c'est de l'eau salée. Il y a une place où est-ce que l'eau est comme séparée. Et ça, c'est l'estuaire. D'habitude, ça brasse beaucoup dans ce coin-là. Il y a du courant en masse, donc il devrait y avoir une bonne oxygénation. La zone néritique, c'est aussi appelé, en fait, c'est la zone de récif corallien. Donc, c'est une zone qui a vraiment une très grande biodiversité. En fait, c'est celle qui a la plus grande biodiversité. Donc, c'est vraiment un détail à retenir de la zone néritique. Il y a de l'oxygénation, mais il n'y a pas une très grande profondeur. Il n'y a pas tant de courant que ça. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir des récifs coralliens pour que les coraux puissent exister et vivre. Il faut qu'il y ait de l'oxygène, quand même beaucoup. Mais il ne faut pas que ça brasse tant que ça, sinon le corail ne pourra jamais tenir en place et on ne pourrait pas avoir des récifs comme qu'on a. Et c'est pas très profond parce que ça nous prend aussi du soleil dans tout ça. Et finalement, les zones benthiques, là, c'est ce qu'on appelle communément océan. Mais vous pouvez pas écrire océan, là, ça marche pas. Il faut écrire les zones benthiques. Donc ça peut être extrêmement profond. Ça peut brasser. Il peut avoir beaucoup de courant. Il y a des zones dans une zone benthique qui peuvent ne pas avoir tant d'oxygène que ça. Dans le fond de l'océan, ça se peut qu'il n'y en ait pas. On va passer au biome terrestre. Donc, on en a 4 grands. On a la toundra. Ça, c'est ce qu'on connaît un petit peu plus au nord de chez nous. On a les forêts. Forêt boréale, forêt tempérée, forêt tropicale. C'est quoi la différence? Tropicale, ils vont être au sud. Donc, ils vont être proches de l'équateur. Ça va être humide. Boréale, ils vont être au nord. Donc, il n'y a pas une très grande diversité. Est-ce que c'est tant humide que ça? Ça dépend, mais ça devrait pas être tant humide que ça parce qu'il fait quand même très froid. Et finalement, tempéré, c'est un peu ce qu'on connaît, nous, à Sherbrooke. On a un peu de tout. C'est pas trop humide, mais c'est pas sec non plus. Alors, on s'en sort bien. Et finalement, on a les déserts chauds et les déserts froids. La différence, là, c'est écrit dans votre cahier aussi, là. Les déserts froids sont froids la nuit, sont froids le jour. Les déserts chauds sont chauds le jour, puis sont froids la nuit. Donc, faut faire attention de bien faire la différence entre tout ça. Et finalement, on a les prairies tropicales et les prairies tempérées. Prenez le temps de réviser tout ça. Réviser le tableau, il est quand même bien fait. Puis si vous avez des questions, venez me voir, ça va me faire plaisir. On s'en va dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère? On a le phénomène de gaz à effet de serre, donc GES. On a différentes étapes. Et là, si vous regardez bien, il y a les flèches là, qui indiquent. Là. Il y a comme 5 flèches. Donc, il faut se fier à ces flèches-là sur votre dessin. On a les rayons qui vont traverser l'atmosphère. Donc, qui entrent sur la Terre, qui viennent toucher le sol. Donc, ils sont entrés dans l'atmosphère. La deuxième étape, c'est la Terre qui absorbe l'énergie. Donc, la Terre en absorbe, ça réchauffe. Mais la Terre va aussi émettre des rayons infrarouges. T'sais. Oui, elle va se réchauffer, mais cette chaleur-là, on peut la ressentir. On la voit pas, mais on peut la ressentir. Et c'est par des rayons infrarouges.
Donc, ces rayons infrarouges-là, ils montent un petit peu dans l'atmosphère ou la couche, pas la couche d'ozone, là, mais où est-ce qu'il y a la séparation entre l'espace et la Terre. Et il va y avoir un rayonnement qui va se diriger, oui, vers l'espace. Donc, il va sortir, donc qu'on se débarrasse un peu, là, si vous voulez. Et finalement, on a un rayonnement qui va être réfléchi, donc à la rencontre, là, il y en a qui sort, et il y en a qui vont être retournés vers la surface de la Terre, qui vont être absorbés dans les airs aussi, ça peut se faire. Donc, ces 5 étapes-là sont super importantes à retenir pour comprendre l'effet de serre qu'il y a sur la Terre, entre autres, grâce à l'atmosphère. Les conséquences de l'augmentation des GES. Donc, si on consomme de plus en plus de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui arrive? On remarque qu'il y a la fonte des glaciers, des banquises. Ça, en faisant ça, mais ça diminue la salinité. Ça vient perturber la boucle thermohaline, entre autres. Vous en avez d'autres exemples aussi, mais c'est entre autres ça que ça va créer par la fonte des glaciers. On a des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus fortes. Puis ça vient perturber les écosystèmes. On peut regarder l'exemple de l'Australie, où est-ce qu'il y a un demi-milliard d'animaux qui sont décédés dans les feux. Ça, c'est une grosse perturbation des écosystèmes parce que là, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de consommateurs tant que ça non plus. Donc, c'est des gros problèmes qui pourraient s'en venir en Australie, entre autres. On a la fonte du pergélisol. C'est quoi ça, le pergélisol? On se rappelle, le pergélisol, c'est le sol qui est censé être gelé tout le long de l'année. Donc, il est tout le temps gelé. Mais là, si la Terre se réchauffe à cause des gaz à effet de serre, de l'augmentation des gaz à effet de serre, ben, ça va fondre ce pergélisol-là. Et qu'est-ce que ça fait? Ça libère du méthane, ça libère du CO2, ça va créer de l'instabilité, il va y avoir des effondrements, plus de végétation, oui, donc il y a la modification des écosystèmes, il y a beaucoup de choses qui se passent à partir de la fonte des pergélisols. Quand on parle d'instabilité, on parle... voyons, je cherche un mot, et c'est des glissements de terrain. Donc le sol n'est plus stable, en fait. Donc c'est un peu ça, les effondrements aussi. Et finalement, on augmente des GES, on va avoir plus de sécheresse, donc les terres cultivables vont être transformées en désert. Et ça, c'est pas l'idéal comme scénario, disons.